Bonsoir à tous. Merci à vous d'avoir bravé ce déluge. C'est plutôt torrentiel. Ça même maintenant, c'est des pressions régulières sur ce mois de novembre, hein. On ne manque pas d'eau maintenant. Pour venir écouter ce soir Jean-Paul Demoule, nous avons le plaisir de retrouver une deuxième fois dans ce cycle des conférences du jeudi. Je laisserai donc Franck présenter particulièrement pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc nous sommes dans le cadre des conférences jeudi, donc il y a un cycle qui est co-organisé par la ville de Saint-Dizier, l'association Archéolona et les archives départementales. Donc là, la conférence de ce soir a été proposée par Archéolona, donc sur un thème plutôt archéologique. Et donc juste quelques mots pour vous annoncer la conférence suivante, donc qui aura lieu le 7 décembre, cette fois-ci proposée par les archives départementales. Donc on avancera un peu dans le temps par rapport au néolithique, on se consacrera plutôt à la période médiévale, au sujet de l'abbaye de Morimont, et notamment ses chartes anciennes, parce qu'on aura le plaisir d'accueillir Aurélie Artizou, qui est une doctorante, qui traitera de l'animal dans les parchemins de l'abbaye de Morimont, avec une approche qui va être transdisciplinaire, puisqu'elle s'intéresse non seulement aux chartes et à leur utilisation, mais aussi à toute l'analyse quasiment zoologique pour identifier comment étaient faits ces parchemins, comment étaient élevés et d'où venaient les bêtes qui ensuite servent au parchemin, puisqu'il y a quand même une économie et un savoir-faire tout à fait particulier qui s'organise autour de cela, et c'est cela qu'elle va chercher à montrer, ce qui a été encore jusqu'ici très peu étudié. Voilà, donc je laisserai la parole à Franck. Bonsoir mesdames et bonsoir messieurs, bienvenue au théâtre. Donc je suis là au titre d'Archelona ce soir. Je suis Franck Rimbaud pour ceux qui ne me connaîtraient pas. J'en profite tout de même pour vous dire, j'ai une autre casquette, je suis élu local et j'organise avec la LPO un cycle de conférences à caractère environnemental et vous pouvez dans 15 jours venir donc le 30 novembre vous renseigner sur la thématique suivante, sol et archéologie. On invite un chercheur de l'INRAE du Nord, non, pardon, un chercheur belge qui vient vous entretenir donc de ces problématiques d'agriculture et de sol. Mais ce soir, donc, nous entamons en fait notre thématique sportive. On ne sait pas exactement si les néolithiciens, les gens qui ont inventé l'agriculture, pratiquaient un sport quelconque, mais en tout cas, on va voir ce qui a pu changer en passant d'un régime de chasse et de cueillette à un régime agricole. Jean-Paul Demoule donc a accepté pour la deuxième fois de venir dans ce cycle de conférences, mais en fait, ce sera la troisième qu'il donnera au théâtre, puisqu'il était également intervenu dans le cadre du festival Les Printemps de l'Archéologie. Euh, et au-delà de cette intervention dans ce festival, Jean-Paul Demoule en est un peu le parrain. C'est lui qui, euh, très précocement, dès la premier contact téléphonique que l'on a eu avec lui, nous a incité à creuser cette idée de festival. Festival qui, son aspect global, n'existe pas tout à fait en France, en tout cas pas au nord de la Loire. Il y a peut-être l'équivalent à Narbonne, mais c'est relativement éloigné. Donc on a ici un trait assez caractéristique euh, de Jean-Paul Demoule, c'est son envie, sa soif de médiation culturelle. C'est un archéologue qui inlassablement cherche à promouvoir sa discipline auprès du grand public. En témoigne un nombre considérable d'ouvrages de vulgarisation. Euh, et donc il a ce souci de rendre accessible au plus grand nombre l'archéologie, tout en tissant des liens entre ce que l'archéologie nous apprend d'un passé plus ou moins profond, puisqu'il promeut également l'archéologie du XXe siècle, euh, et le contemporain. Pour lui, c'est très important d'essayer de nous expliquer ce que l'archéologie nous explique de notre monde moderne. Par exemple, il a rédigé un ouvrage qui s'appelle Homo Migrans. Homo Migrans. Donc,
essayant de retracer l'histoire des migrations de l'histoire de l'humanité dans un contexte qui est celui que l'on connaît aujourd'hui, et il y a rajouté le confinement, ce qui ce qui est pour lui l'incarnation en fait d'une évolution le confinement, c'est la sédentarisation à l'état pur, quoi, hein, si on veut aller. Donc, au-delà de ce souci constant de promouvoir sa discipline et de la rattacher au monde contemporain, ce fut bien sûr un grand professeur. Une bonne partie des archéologues actifs actuellement en France sont passés sur les bancs des amphis qu'il a animés à Paris 1, en Sorbonne. Je m'insiste pas sur cet aspect des choses. Son enseignement est très connu dans le milieu. Peut-être qu'il est peut-être moins. C'est qu'en fait, il est le créateur d'une quasi-science, ou en tout cas d'une approche complètement nouvelle de faire de l'archéologie avec l'archéologie préventive. Il a été l'un des promoteurs de ce type d'archéologie qui articule euh, la possibilité pour des scientifiques d'aller chercher dans le sous-sol des informations sur notre passé, tout en respectant ou en se pliant aux impératifs économiques des aménageurs du sous-sol. Hein, il est l'un des co-rédacteurs d'un rapport qui va déboucher sur la création de l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, et puis il va en être le président. Euh, il a participé à la mise en œuvre de cette technique qui permettent aux aménageurs en France d'accepter cette charge temporelle et financière que sont les fouilles préventives. On vous a déjà, pour ceux qui fréquentent le cycle, on vous a déjà expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, mais on pourra le faire peut-être dans la séance des questions si c'est un aspect qui vous intéressait. Voilà, donc c'est un grand monsieur de l'archéologie qu'on accueille ce soir pour la 3e fois. On le remercie vraiment d'être fidèle à Saint-Dizier et on vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour cette invitation, cet accueil. C'est effectivement toujours un plaisir de venir ici, de venir dans une ville qui s'intéresse à l'archéologie, qui a eu affaire à l'archéologie préventive, notamment avec les fameuses tombes mérovingiennes. Et avec ce printemps de l'archéologie auquel je souhaite effectivement un très grand avenir. Alors, donc cette année, comme vous savez, le cycle est consacré au sport, puisque ça va être une année sportive en principe. Et effectivement, on ne sait pas grand-chose des activités sportives dans les temps préhistoriques. Il y en avait certainement en tant que jeu, puisque toutes les sociétés humaines pratiquent des jeux d'une manière ou d'une autre. Mais je vais essayer de vous montrer, c'est effectivement quelle a été l'évolution du rapport au corps. D'abord dans la préhistoire la plus ancienne, ce qu'on appelle le paléolithique, quand nous étions seulement chasseurs-cueilleurs, et quand on va inventer l'agriculture, ça va effectivement générer toutes sortes de nouveaux gestes, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce soir. De ce point de vue-là, ça pose la question de ce qu'on a appelé la technique du corps, notamment le grand ethnologue français de la première moitié du XXe siècle, Marcel Mauss, qui a écrit un très grand article mis en livre, Les techniques du corps, en montrant justement quels étaient ce rapport au corps des différentes sociétés humaines, les différentes activités, et tout ce qui était lié justement à ce que nous faisons de notre corps, et y compris sans nous en rendre compte. Donc je vais essayer de balayer justement cette évolution du rapport au corps. Donc je vais remonter très loin, à 65 millions d'années. C'est le plus ancien primate, c'est notre ancêtre à toutes et à tous, qui va être l'ancêtre commun de tous les singes, petits et grands, et donc des humains. Et ça, c'est la famille humaine des 7 derniers millions d'années.
toutes les différentes formes humaines qui se sont succédées. Homo sapiens, il est tout derrière, ici. Ça, c'est les plus anciennes, celles qui remontent à 5, 6, 7 millions d'années, et les plus récentes, mais qu'on va voir un peu plus en détail. Donc parmi celles qui sont un peu connues, c'est ce qu'on appelle les australopithèques, c'est la fameuse Lucie qui a beaucoup vulgarisé le regretté Yves Coppens, et qui avait déjà la capacité et toujours de grimper aux arbres. D'ailleurs, une des hypothèses sur sa mort, c'est qu'elle serait tombée d'un arbre, mais qui commençait en même temps à pratiquer la station debout. Et le passage de la station marcher à quatre pattes, comme le font les grands singes, nos cousins, et la station debout va déjà générer un certain nombre de transformations dans notre rapport au corps. Voilà un tableau rapide où vous avez gibbon, orang-outan, gorille, chimpanzé, bonobo et les hommes, et puis un certain nombre de caractéristiques, durée de la copulation, ici, système social monogame, polygame, ou monogame et polygame concernant les êtres humains. Et ici, la différence entre mâle et femelle qui est plus ou moins marquée. Beaucoup marquée chez les orang-outans et les gorilles, beaucoup moins chez les chimpanzés et les humains. Une des choses qui vont se transformer dans cette relation au corps, c'est que, comme vous le savez, les animaux copulent, s'unissent l'un derrière l'autre, hein, comme la plupart des mammifères, et il va y avoir un changement justement avec la station debout, qui est déjà attesté chez les bonobos, qui sont une catégorie particulière de chimpanzés, et qui font l'amour déjà de face dans la moitié des cas. L'évolution continue. Bon, qu'est-ce que l'évolution? C'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. À chaque nouvelle naissance, un individu a un certain nombre de gènes qui peuvent être négatifs, maladies génétiques, d'autres neutres et d'autres positifs, c'est-à-dire un accroissement du cerveau qui fait que dans un environnement donné, ça va lui donner plus de chances de s'en tirer, donc il va vivre plus longtemps, il va se reproduire plus, et c'est ça qui fait l'évolution des êtres vivants. Certains n'évoluent pas, ils sont contents comme ils sont, les étoiles de mer sont identiques depuis 500 millions d'années. Dans le cas des humains, il y a effectivement cette évolution vers un cerveau de plus en plus gros et de plus en plus complexe. Ce n'est pas toujours un avantage d'avoir un gros cerveau parce que ça veut dire aussi notre inconscient, nos pulsions, notre part obscure, mais en tout cas ça nous a permis progressivement d'anéantir toutes les autres espèces humaines, parce qu'il y a 100 000 ans, il y avait encore au moins 7 ou 8 autres espèces humaines, et puis de déclencher l'actuelle 6e extinction massive des espèces. Et Erectus est le premier qui va domestiquer le feu. Il y a à peu près 1 million d'années en Afrique, il y a 400 000 ans en France. Et le feu lui-même introduit toutes sortes de modifications, y compris la cuisson des aliments, notamment la protection, etc. Et on connaît aussi avec Erectus, il y a 500 000 ans en Indonésie, le premier geste désintéressé sur un coquillage. Une ou un Erectus a tracé ces zigzags extrêmement réguliers qui n'ont visiblement aucun usage utilitaire. Et il est aussi le premier à fabriquer des outils qui sont inutilement symétriques. Parce qu'il suffit de casser des cailloux pour avoir des surfaces coupantes, mais se donner tout le mal pour produire effectivement des formes tout à fait symétriques. Cette espèce d'évolution entre l'esthétique et l'hominisation est tout à fait propre effectivement aux êtres humains. Et donc ils vont une des activités principales qu'on peut reconstituer, c'est tailler des outils. On retrouve essentiellement évidemment
des outils en pierre. On trouve quelques outils en bois dans des conditions particulières, mais on a des outils en pierre et on peut essayer de reconstituer comme ça avec ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale, de reconstituer les gestes qui étaient faits pour pouvoir tailler ces outils de plus en plus réguliers. Donc la famille humaine va continuer à évoluer. Et il y a 300 000 ans, un peu moins, non, il y a 2 millions d'années, je veux dire, certains Erectus vont sortir d'Afrique et se répandre dans l'ensemble de l'Europe et de l'Asie et vont en même temps continuer à évoluer. Et il y a 300 000 ans environ, ceux qui sont en Europe et au Proche-Orient débouche progressivement sur l'homme de Néandertal, dont vous avez tous entendu parler. Ceux qui sont en Asie débouchent sur une forme identifiée il y a seulement une quinzaine d'années qu'on appelle l'homme de Denisova. Il y a d'autres espèces dont je vous fais grâce en Asie extrême orientale et également en Afrique. Et puis ceux qui sont restés en Afrique vont donner Homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, il y a à peu près 300 000 ans. Et il y a 200 000 ans, certains Homo sapiens vont à leur tour sortir d'Afrique et vont rencontrer des néandertaliens et on a un certain nombre d'unions qui sont attestées grâce à la génétique, qu'on peut attester grâce à la génétique, qui fait que nous tous dans cette salle, on a quelques pourcentages de gènes qui viennent des hommes ou des femmes de Néandertal. Donc ça c'est un extrait du film de Jean-Jacques Hano, La guerre du feu en 1981, qui évoque justement la rencontre entre le héros principal représenté comme un néandertalien et puis l'héroïne qui elle est une sapiens et qui va justement dans le film lui apprendre toutes sortes de choses qu'il ignorait en partie. Donc sapiens vont partir d'Afrique et vont se répandre progressivement dans l'ensemble de l'Europe, se croiser avec les Néandertaliens ici, les Denisoviens là, et certains vont passer le détroit de Bering et redescendre, enfin peupler, à partir d'il y a 25 000 ans environ, peupler l'ensemble des Amériques. Et toutes les terres immergées vont être pratiquement, progressivement occupées. Ça, c'est actuellement le plus ancien crâne d'Homo sapiens datant de 300 000 ans et trouvé par une équipe franco-marocaine au Maroc, à Djebel Irouz. Donc on peut estimer qu'à partir de 40 000 ans, puisqu'on continue quand même à évoluer actuellement, nous continuons à évoluer, sauf que cette évolution d'une part est extrêmement lente et d'autre part nous la contrarions avec par exemple les diagnostics prénatals avec l'échographie qui va faire qu'on va éliminer certains fœtus mal formés que la médecine va soigner, que jadis les myopes ne voyaient pas venir le danger, donc ils se faisaient écraser par les mammouths et ils rataient leur cible, alors que maintenant les myopes, à cause des lunettes, non seulement survivent, mais se reproduisent entre eux et qu'il y en a de plus en plus. Donc on a cet effet-là de notre action sur notre évolution qui fait que nous contrarions en partie l'évolution. Mais il est certain que nous continuons à évoluer. Jusqu'à quand et comment, ça, je l'ignore. Donc, la vie des Homo sapiens, il y a 40 000 ans, eh bien, d'une part, ils avaient, à l'époque, ils ont encore la peau sombre, parce que c'est une espèce africaine. Quand vous êtes dans un pays très ensoleillé, dans des régions très ensoleillées, vous avez intérêt à avoir la peau sombre qui vous protège. En revanche, si vous remontez vers le nord, chaque enfant qui aura la peau un peu plus claire va mieux absorber le rayonnement solaire qui lui permet de mieux assimiler les vitamines. Et donc, plus vous allez remonter vers le nord, plus ceux qui auront la peau claire vont vivre plus longtemps et se reproduire plus. C'est comme ça que se sont formés il y a entre 50 000, 40 000, 30 000 ans à peu près, ce que nous appelons, faute de mieux, les races.
à quoi s'est ajouté ce qu'on appelle la sélection sexuelle, la préférence sexuelle, c'est-à-dire que certains traits physiques dans une région donnée vont être privilégiés dans les unions et développer plutôt certains caractères que d'autres. Donc Homo sapiens vie de chasse de cueillette, ça c'est, on se croirait chez les Indiens d'Amérique, mais c'est simplement une vue dans le bassin parisien, ça pourrait être ici, fait à partir des fouilles de ces campements de chasseurs préhistoriques. Donc la chasse va être un des principaux des principaux gestes à acquérir, mais aussi avec la pêche. On a par exemple des harpons et aussi avec la cueillette, mais pour lequel on est moins bien enseigné à part les outils en pierre. Donc ils représentent, comme vous le savez, essentiellement des animaux, parce qu'ils se vivent comme émergés dans la nature et comme une espèce animale. Les chasseurs-cueilleurs qu'on a pu examiner d'un point de vue ethnologique, souvent pratiquent ce qu'on appelle le totémisme, c'est-à-dire que chaque groupe descend d'un ancêtre mythique qui est très souvent un animal. Et il représente, les seules représentations humaines sont soit des mains peintes à poser sur la paroi, soit des figurines féminines qui sont en général très sexualisées. On a pensé maternité, fécondité, on pense aussi à la sexualité dans la mesure où les humains, parmi les primates, sont les seuls où la sexualité peut être pratiquée tout le temps. Chez les autres primates, c'est seulement au moment de l'ovulation que les femelles sont réceptives. Chez les humains et les humaines, on peut faire l'amour tout le temps, donc ça a des avantages. L'inconvénient, c'est que ça produit très souvent des tensions sociales fortes entre femmes et hommes, comme vous le savez. Donc sur les gestes, eh bien, l'un des principaux, ça va être pour la chasse, et le tir à l'arc est une invention un peu plus ancienne que l'arc, qui est le propulseur, c'est-à-dire que pour lancer le javelot, vous pouvez le lancer directement à la main, mais vous pouvez multiplier en faisant levier, le javelot étant ici, et avec cette espèce de crochet, vous allez multiplier la force de cet outil. C'est cet outil qui est bien attesté en Europe à l'époque préhistorique, l'époque paléolithique, c'est-à-dire à l'époque des chasseurs-cueilleurs. On en a retrouvé un certain nombre. Là, c'est des expérimentations qui sont faites, mais que les aborigènes australiens avaient également inventé. L'arc, lui, semble apparaître il y a à peu près 20 000 ans seulement, et demande donc également un développement. Alors, il y a actuellement tout un débat autour de justement la répartition selon les sexes des activités et des gestes. L'ethnologue Alain Testard, qui a disparu il y a une dizaine d'années, a écrit 2 livres justement en examinant ce qui se passait chez les chasseurs-cueilleurs, et il remarque que, sauf de rares exceptions, les femmes ne font jamais couler le sang. Donc elles font la cueillette, ou elles participent à la chasse, mais comme rabatteuses, ou elles peuvent assommer de petits animaux, mais que la chasse sanglante est dans la plupart des sociétés humaines réservée aux femmes. Il y a quelques rares... aux hommes, excusez-moi. Il y a quelques rares exemples, comme dans les Philippines, là, dans l'île de Luçon, où vous avez Manille. Il y a un certain nombre de populations traditionnelles, comme les Acta, où les femmes, effectivement, chassent, mais c'est plutôt l'exception qui confirme la règle. Alors, il y a eu l'an dernier tout un article autour du fait qu'une fouille d'un archéologue des États-Unis au Pérou, fouillant donc des tombes, avait trouvé des tombes d'hommes, mais aussi une tombe de femme qui aurait pu être une chasseuse. Donc voilà,
les différentes tombes, si tu veux, le plan des différentes tombes dans ce site de Vilmaya Patia au Pérou, donc il y a à peu près 7000 ans avant notre ère. Donc ça, c'est une tombe masculine classique, en relevé ici en dessin et en photo, et auprès duquel se trouvaient donc des pointes de flèches. Mais il y avait aussi une tombe très mal conservée, comme vous voyez ici, mais dont on pense, avec des méthodes chimiques d'utilisation des ossements, qu'à 80% de chance, ça pourrait être une femme, et en tout cas, c'est une tombe où il y a un certain nombre de tombes de pointes de flèches. Donc l'auteur de la fouille a essayé de généraliser, donc il a pris toutes les tombes en Amérique, toutes les tombes préhistoriques dans lesquelles on avait trouvé des armes et où on pouvait également déterminer le sexe. Parce qu'il y a des tas de tombes où le sexe actuellement n'était pas déterminé. Donc il estime qu'il y a une dizaine de tombes de femmes qui peut-être auraient eu des armes. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a effectivement un débat actuel qui n'est pas vraiment tranché, qui est effectivement dans l'air du temps, parce que certains mouvements féministes justement revendiquent que les femmes n'auraient pas eu le statut de dominée qu'elles ont dans toutes les sociétés humaines connues, quel que soit le degré ou la violence de cette domination, mais que peut-être jadis les femmes avaient un statut beaucoup plus élevé. C'est le propos d'un best-seller qui s'appelle Lady Sapiens, que vous avez peut-être vu passer, et aussi eu un film, un documentaire qui est passé à la télévision. Personnellement, je suis assez réservé là-dessus. J'estime qu'il faut se méfier quand on veut défendre une cause juste, c'est-à-dire l'égalité entre les femmes et les hommes, de ne pas s'appuyer sur des arguments archéologiques préhistoriques qui eux-mêmes ne sont pas toujours très, très bien étayés. Dans tous les cas, ce qu'on sait, c'est qu'au-delà de la chasse, il y a bien la guerre chez les chasseurs-cueilleurs, puisqu'on a des représentations dans plusieurs grottes, il y a 20 000 ans, à Pêche-Mer, la Cougnac, d'individus qui sont transpercés de flèches. Qu'on a un cimetière donc il y a donc 14 000 ans à la frontière entre le Soudan et l'Égypte, dans la vallée du Nil. On a une trentaine de personnes, dont un certain nombre portent des traces de pointes de flèches. Certains ayant survécu d'ailleurs à leurs blessures et ayant été ensuite de nouveau tués à coups de flèches. On a aussi des représentations, par exemple dans le Sahara, de gens qui s'affrontent à coups de flèches. Donc la guerre n'est pas une invention moderne. La violence entre mâles humains a certainement toujours existé. Chez les chimpanzés, par exemple, il y a beaucoup de violence entre mâles. Et chez les chasseurs-cueilleurs, il y a eu un certain nombre d'études concernant les aborigènes australiens, qui étaient que peut-être que 500 000 ou 1 million sur un continent qui fait 8000 km de large, mais qui se faisaient régulièrement la guerre, ne serait-ce que pour enlever des femmes. Et on sait que, par rapport à ce que je disais à l'instant sur ces films sexualisées, que l'enlèvement des femmes est une constante dans l'histoire des sociétés, mythiques ou réelles, avec l'histoire de Rome qui commence avec l'enlèvement des Sabines, l'Iliade qui commence par l'enlèvement, certes consenti, mais enlèvement quand même d'Hélène par Paris, qui se continue par une brouille entre Agamemnon et Achille donc, qui fait la grève de la guerre sous les remparts de Troie pour la possession de ce que
l'épopée appelle une belle captive, Briséis aux belles joues, mais qui est en fait en réalité une esclave sexuelle, que Zeus passe son temps à violer les mortels et les immortels. Donc c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement présent dans les sociétés, et c'est un début de guerre beaucoup plus qu'une guerre, que des raisons économiques. C'est attesté par l'ethnologie des aborigènes australiens. Les buts de guerre sont soit l'enlèvement des femmes, soit des vengeances, des vendettas pour des histoires précédentes. Donc on a aussi l'intérêt de voir également quels étaient l'outillage, sachant que souvent c'est un outillage, vous voyez, des massues, etc., en bois, qui fait que ça laisserait peu de traces archéologiques. Et il y a des cas où effectivement on a trouvé des armes en bois. Voilà, d'autres exemples, ou des armes de guerre dans la grande île à côté de l'Australie qu'on appelle la Nouvelle-Guinée, là où il y a les papous. Il y a eu un certain nombre de recollement de témoignages, de documentaires filmés sur les guerres parmi les chasseurs-cueilleurs, les populations traditionnelles. Donc ça, c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle le paléolithique, l'âge de la pierre ancienne, c'est-à-dire toute l'histoire de l'humanité quand on était chasseur-cueilleur, ce qui représente 99% de l'histoire humaine. Et donc, on va inventer l'agriculture il y a 10 000 ans. Si on n'avait pas inventé l'agriculture, on serait actuellement ce soir dans une forêt vierge à chasser les chevreuils, les sangliers ou les aurochs. Donc c'est dans un certain nombre de points sur la planète que certains chasseurs-cueilleurs, il y a 10-12 000 ans, commencent à domestiquer certains animaux et certaines plantes. Et ça va faire basculer complètement l'histoire de l'humanité. Alors pourquoi là ? Pourquoi cette fois-là, à ce moment-là, et pas avant ou après ? C'est parce que jusque-là, on était dans une période glaciaire depuis 100 000 ans. L'histoire de la Terre, c'est l'alternance entre des périodes glaciaires et des interglaciaires comme la période actuelle. Pourquoi ? Parce que c'est des balancements très réguliers et lents de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. Et là, donc, on se trouve pour la première fois, au bout, il y avait 100 000 ans de période glaciaire, on se trouve de nouveau dans un interglaciaire. Le Homo sapiens, même s'il remonte à 300 000 ans, continue à évoluer, puisque c'est seulement il y a 40 000 ans qu'il commence à faire des dessins, à peindre, à représenter. Donc c'est un indice supplémentaire de complexité psychique. Et en plus, il est quand même plus commode d'être sédentaire que d'être obligé de nomadiser en fonction des ressources saisonnières. Et pourquoi là plutôt qu'ailleurs ? Il fallait évidemment que ce soit un endroit où il y ait des espèces domesticables, ça va de soi, mais pas trop, parce que si on a trop, c'est pas intéressant de vouloir domestiquer des animaux ou des plantes. Il faut aussi avoir les bonnes techniques, savoir soigner et nourrir les animaux captifs, savoir stocker les céréales sans qu'elles pourrissent. Mais néanmoins, ça n'a pas été fait dans tous les lieux où ça aurait pu être fait. Donc ça veut dire aussi qu'il y a eu des choix. Certaines sociétés ont choisi, pas forcément de manière consciente, mais ont choisi de se mettre dans ce rapport complètement nouveau à la nature, un rapport de domination et plus un rapport d'immersion dans la nature. Ce rapport de domination qui nous a longtemps paru naturel, l'homme maître et possesseur de la nature, disait Descartes, et qui maintenant commence à être parfois remis en cause. Donc là, voilà, vous avez les zones, ce qu'on appelle des biomes, ou les zones environnementales. Donc dans nos régions, c'est les zones de climat méditerranéen qui ont inventé l'agriculture, d'abord au Proche-Orient, et puis ensuite ça s'est diffusé. Là, je n'ai pas commenté, mais c'est juste pour que vous sachiez que ça existe. Vous avez les points d'invention, et puis là, vous avez une échelle chronologique qui vous indique la date de domestication des animaux et des plantes dans chaque région. Alors,
cette invention va avoir 6 principales conséquences. Une explosion de la natalité, parce que les chasseuses-cueilleuses ont un enfant en moyenne tous les 3-4 ans. Là, les agricultrices des sociétés traditionnelles en ont un tous les ans. Donc on va passer de 2 millions à peu près, de 3 millions d'humains il y a 10 000 ans aux 8 milliards actuels. Donc il faut sans arrêt inventer pour nourrir une population de plus en plus nombreuse, donc faire sans arrêt des progrès techniques. On va voir apparaître des différences de plus en plus marquées à l'intérieur de ces sociétés, ce que nous pouvons voir en tant qu'archéologues quand on fouille des cimetières. On voit si les tombes ont tous à peu près la même chose ou s'il y a des tombes plus riches que d'autres. On voit effectivement la violence qui a toujours existé, comme on l'a vu tout à l'heure, augmenter nettement parce que maintenant on a affaire à des communautés qui à la fois sont territorialisées, ne bougent plus et en même temps sont en augmentation constante. On va voir aussi se développer les épidémies puisque on est confiné avec les animaux qui eux-mêmes apportent des maladies et puis c'est le début de la dégradation de l'environnement. Donc voilà par exemple l'augmentation de la population, moins 65 000 ans, moins 30 000 ans, l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, ça concerne que plutôt l'Europe, et puis l'invention de l'agriculture est ici. Donc les maladies qui vont arriver avec les animaux, ici un os, une vertèbre atteinte de la brucellose, à l'époque néolithique, donc, qui est donnée par les moutons. Et puis donc, à partir du Proche-Orient, l'agriculture va se répandre progressivement dans l'ensemble de l'Europe, pour ne parler que de l'Europe. Et donc de changements environnementaux, le réchauffement climatique ici, le début de l'interglaciaire, qui fait que les animaux liés au froid, mammouth et rennes, remontent vers le nord, que la steppe fait place à la forêt tempérée et aux animaux tempérés, chevreuils, sangliers, aurochs, loups, etc. Mais qu'ensuite arrivent les populations néolithiques du Proche-Orient. Si là, on est par exemple à l'endroit en Haute-Marne, mais ça pourrait être n'importe où en Europe, apportent leurs propres animaux domestiqués. Toutes nos vaches actuelles dans le monde entier descendent de vaches domestiquées au Proche-Orient. Et puis progressivement, on va déboiser la forêt et la remplacer par de ce paysage de champs. Donc cette activité-là va générer plein de nouveaux gestes. Par exemple, pour se déplacer le long, la colonisation de l'Europe va se faire par l'intérieur et le long des côtes. Et donc, pour se déplacer, eh bien, on va inventer la navigation. Donc, tous les gestes liés à la navigation, c'est la copie d'une pirogue de 11 mètres de long qu'on a retrouvée effectivement dans le nord de l'Italie. Et l'outil principal de tout ça, ça va être la hache polie. Jadis, on appelait souvent le néolithique âge de la pierre polie. Parce que c'est avec ça qu'on va couper le bois. On a affaire à une forêt vierge et qu'il va falloir déboiser à la fois pour construire les maisons et pour établir des clairières qui vont permettre progressivement de faire les champs, les pâturages, etc. Donc ces haches étaient enfilées de cette manière-là pour couper du bois. On a un certain nombre d'expériences qui sont faites et là, encore les dernières populations au monde, les Papous de Nouvelle-Guinée, qui utilisaient encore, il y a peu de temps, les haches de pierre. Donc, ça, il s'agit de gestes qui sont à nouveau complètement neufs, qui vont demander une adaptation du corps et de transformation effectivement du rapport au corps. L'autre chose, c'est évidemment, je viens de l'évoquer, la construction des habitations.
qui fait qu'on devient sédentaire, donc on bouge beaucoup moins. D'une certaine façon, on a l'impression que, comme le disait Franck Rimbaud tout à l'heure, mon livre sur les migrations avait comme sous-titre de la sortie d'Afrique au grand confinement. Le grand confinement, c'était suite 2020, où on a l'impression que c'était quelque chose qui s'est tombé dessus et complètement inattendu. Mais en fait, si vous prenez l'histoire humaine à partir de l'agriculture, c'est une sorte de confinement progressif. Puisque là, on va inventer l'agriculture sédentaire, donc on vit à l'intérieur de maisons, à l'intérieur d'un village d'où on ne va sortir en fait que pour cultiver les champs, mais mener les animaux paître. La chasse va bientôt disparaître et quand on va inventer les villes, bien là la nourriture arrive directement des villes. Bien sûr, il faut des paysans pour produire, mais les gens qui habitent les villes, eux, ne sortent même plus de la ville. La nourriture arrive et les villes et les États vont générer toutes sortes de nouvelles professions qui elles-mêmes sont sédentaires. La bureaucratie, la police, le clergé, le roi et sa suite, les artisans, les scribes, etc. etc. Et on va aussi inventer à ce moment-là l'écriture qui permet de correspondre avec quelqu'un qui n'est plus en face. Et l'histoire de l'écriture, après, ça va simplement être des techniques qui permettent d'aller de plus en plus vite pour correspondre, puisqu'il y a de plus en plus d'humains. Donc on va avoir au début, c'est des plaquettes d'argile ou des tablettes de cire, et puis le papyrus, le papier, l'imprimerie, le télégraphe, et Internet, etc. etc. Donc l'histoire humaine, c'est aussi, contrairement aux apparences, l'histoire d'un confinement progressif. Alors évidemment, il y a des exceptions à tout. Il y a le tourisme, mais le tourisme, ça ne concerne que 10% de l'humanité. Mais sinon, même la guerre en Ukraine est un peu, pour l'instant, une exception, mais la guerre se fait plutôt par envoi de missiles. Le sport se fait dans des salles de sport, etc. etc. Donc, on invente les maisons, ce qui veut dire toutes sortes de nouveaux gestes de maçons, de construction de maisons soit en pierre, soit en bois. Ici, c'est les maisons qu'on a dans le bassin parisien, qui ont été fouillées par mon équipe dans la vallée de l'Aisne. Et là, c'est une maison qu'on a reconstruite il y a quelques années. Donc, ces grandes maisons collectives, où là, une maison est constituée cette fois dans le Jura, sur les bords du lac de Clairvaux, et qui implique effectivement un déboisement massif et tous ces gestes de bûcheron et de construction. Autre geste nouveau, la faucille pour couper les céréales, donc des manches en bois ou en bois de serre dans lequel on va insérer des faucilles collées avec de la résine d'arbre et voilà des vraies faucilles trouvées dans les Balkans. Autre geste, broyer les graines pour faire de la farine par va-et-vient. Les meules circulaires n'apparaîtront que dans les derniers siècles avant notre ère, ce qui va aussi faire des transformations radicales dans la nourriture. Parce qu'on va se mettre à consommer essentiellement des céréales sous forme de bouillie, de pain, etc., qui vont être une transformation. Sans rentrer dans le détail, ce diagramme, ça vous montre ici les acides gras alimentaires. Et en marron, vous avez, donc là de 0 à 50%, vous avez ce qu'on mangeait au paléolithique. En jaune, ce que nous mangeons nous actuellement, et en bleu, ce que nous recommandent les nutritionnistes. Et là, les acides gras saturés, monoinsaturés, là c'est les fameux oméga 3, oméga 6 ou polyinsaturés. Donc vous voyez que on mange, à part dans ce cas, le cas des acides gras dits monoinsaturés, on ne mange pas du tout ce qu'il faudrait par rapport à notre physiologie.
Donc ça ne veut pas dire qu'il faudrait retourner à la préhistoire. Et il y a des menus dits paléo qu'on peut trouver sur Internet et qui ne sont pas des choses vraiment sérieuses. Ça veut dire que simplement ce bouleversement en 10 000 ans dans une espèce qui en avait déjà 300 000, donc simplement 5% de sa durée, c'est un bouleversement trop rapide et qui explique qu'actuellement sur 8 milliards d'êtres humains, il y a 2 milliards qui sont en surpoids, ce qui est une épidémie, on peut dire, même si ce n'est pas viral, qui est beaucoup plus grave que toutes sortes d'autres maladies. Autre geste, l'invention de la poterie, fabriquer, donc, puisque comme il y a de plus en plus d'humains, il faut nourrir de plus en plus de gens, donc fabriquer de plus en plus vite des récipients pour la cuisine et pour la consommation. Au début, c'est à la main, et puis un peu plus tard va être inventé le tour de potier qui demande aussi des gestes particulièrement complexes. Il va y avoir surtout toute l'agriculture qui est un travail extrêmement pénible. Ça, c'est des peintures rupestres donc dans des grottes, des abris sur la côte méditerranéenne de l'Espagne, où on voit, vous voyez, apparemment essentiellement des femmes qui travaillent au champ. C'est ce qu'on constate souvent, avec un équivalent ici, ce qu'on appelle les bâtons à fouir en Afrique. Et ces gestes extrêmement répétitifs liés à l'agriculture avant sa mécanisation vont créer effectivement toutes sortes de pathologies qu'on va pouvoir observer archéologiquement sur les ossements. C'est aussi l'étude des ossements qui permet de voir qu'en temps normal, c'est plutôt les hommes qui lancent des choses quand on est au paléolithique dans la période précédente, parce que ça a créé effectivement une différence musculaire qu'on peut mesurer et qui montre que les gens étaient, comme aujourd'hui, en très grande partie droitiers. Et donc ces gestes répétitifs et pénibles ajoutés à une nourriture de moins bonne qualité font que dans un premier temps, l'agriculture n'est pas forcément un progrès, même si la nourriture est plus sécurisée, mais qu'on assiste plutôt à une tendance au rapetissement de la taille humaine pendant un certain temps, puis après ça va repartir. Donc, comme je vous disais, début sinon de la mécanisation, mais d'outils plus complexes, on va être obligé de ne pas seulement travailler à la main, mais on va commencer à utiliser la traction animale pour retourner des sols plus lourds et plus rapidement et pouvoir produire plus. Une gravure de la vallée des merveilles ici qui n'est pas très lisible, mais vous avez vu d'en haut deux bœufs, là, les cornes ici, le corps, et puis le laboureur qui est ici derrière, et la charrue qui est là, la charrue primitive qu'on appelle arrière. Là, néanmoins, la chasse va continuer, mais comme je vous l'ai dit, devient peu à peu marginale, pas plus de 5% à peu près des ressources alimentaires. Ici toujours dans ces fresques très intéressantes de l'Espagne, des individus qui grimpent comme ça, la même scène en détail, pour récolter du miel sauvage, donc entouré d'abeilles ici. Donc c'est la scène que vous avez représentée, le détail que vous avez représenté ici en relevé. Et la guerre, comme je vous le disais tout à l'heure, va s'accentuer comme geste. C'est dans ces populations néolithiques devenues sédentaires et territorialisées. Ici, une fosse commune trouvée en Allemagne, donc vers moins 5000 d'individus dont on peut voir, on a les crânes ici, donc ils ont exactement la trace de l'impact d'une hache polie telle que vous les avez vus tout à l'heure. Dans un premier temps, pour faire la guerre, on va utiliser les outils habituels, c'est-à-dire soit les arcs, comme on l'a vu tout à l'heure, soit effectivement les haches à couper le bois, qui vont servir également d'armes. Et puis un peu plus tard,
grâce à la métallurgie, on va inventer des armes spécifiques. Et puis, comme il y a de plus en plus d'humains, il faudra inventer de plus en plus d'armes, l'arbalète, les armes à feu, armes nucléaires, etc. Voilà encore des scènes pour le néolithique de guerre à l'arc. Et on a un exemple très célèbre, c'est l'homme qui a été retrouvé momifié à 3000 mètres d'altitude dans un glacier à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Et il est mort d'une flèche plantée dans le dos. Là, on l'a d'abord représenté comme ça, en se fondant uniquement sur les insertions musculaires. Et puis cet été, on a fait une analyse génétique. Donc, on s'est aperçu, puisque avec l'ADN, vous pouvez avoir la couleur des yeux, des cheveux, etc., de la peau. Donc, il y avait une peau un peu plus sombre et il avait essentiellement des caractères d'agriculteurs venus du Proche-Orient. Et donc c'est comme ça qu'on s'imagine de ce dessin d'artiste la mort de ce malheureux garçon qu'on appelle Ötzi, de son petit nom, parce qu'il est trouvé dans la vallée de Lötz, du côté autrichien. Alors, moins sinistre, la danse. Il y avait sans doute des danses au Paléolithique. On a des instruments de musique datant de 40 000 ans. Hein. On a des flûtes notamment. Le néolithique va permettre de faire apparaître les tambours en argile avec la peau d'animal tendue dessus, et après le métal apportera encore d'autres instruments. Mais on a des représentations, là toujours en Espagne, de gens qui sont en ligne. Et vous savez que dans les sociétés traditionnelles, on ne danse pas en couple. Valse ou tango, ça c'est une invention moderne. Dans les sociétés traditionnelles, rurales, on danse en ronde, en farandole, de manière collective, sexe et âge mélangés. Et donc on a comme ça un certain nombre de représentations concernant le néolithique qu'on interprète comme des scènes de danse. Mais ça a sans doute dû exister au Paléolithique, mais jusqu'à présent, on n'en a pas d'évidence. On a des traces de pas dans certaines grottes, mais pas qui puissent se rattacher à une activité comme la danse. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du néolithique, on dansait, ce qui veut dire que la vie n'était pas toujours si triste. Donc, autre chose, on a vu tout à l'heure la construction de maisons. Il y a aussi, pour les individus les plus importants, on construit ce qu'on appelle des monuments mégalithiques, des dolmens, c'est-à-dire des tombes massives, des constructions funéraires cette fois, et pas des constructions pour les vivants. Donc, à l'origine, c'est une chambre funéraire en gros blocs. Et puis, à l'origine, c'était recouvert d'un tumulus, d'un tas de terre et de pierre. C'est exactement le principe de la pyramide égyptienne, mais 2000 ans avant, pour à la fois protéger la tombe des dominants et signifier en même temps leur importance. Quand l'agriculture et les intempéries ont retiré le tertre de terre et de pierre, il ne reste que la table. C'est pour ça que les archéologues ont utilisé ce mot breton de dolmen, qui veut dire table en pierre en breton. Alors c'est soit des tombes, ça peut être aussi des temples, comme dans le cas de l'île de Malte. Mais donc tout ça va demander une organisation et des efforts tout à fait particuliers pour ces constructions. Et là, pour un documentaire qui a été tourné au début des années 80, on a l'exemple justement de comment faire avec des systèmes de rondins, de cordes, pour tirer ces monuments. Ce qui montre que ça peut être fait de manière humaine, puisqu'il y a eu toutes sortes de théories farfelues pour essayer d'expliquer ces monuments. Et on a même un exemple ethnographique, entre guillemets, où un entrepreneur du bâtiment, Monsieur Piketty, à la fin du 19e siècle, a décidé de se faire enterrer sous un dolmen
dans le cimetière de Meudon, près de Paris. Et pour ça, donc, il a acheté le dolmen, il a fait tirer le dolmen, vous voyez, par toute une série de paysans bretons sur des rondins, et puis il l'a fait transporter en charrette jusqu'à Meudon, où il est reconstitué. Donc on sait comment faire, simplement. Ça demande à la fois beaucoup de temps et puis une certaine organisation. Et on a aussi des exemples ethnographiques ici en Indonésie, au début du XXe siècle, comme transport, et puis ici dans l'île de Pâques. Donc toutes sortes de gestes nouveaux et d'organisation qui n'existaient pas et qui demandent aussi un certain effort. Autre nouveau geste, ça va être la monte. Les chevaux au début sont domestiqués pour la boucherie comme les autres animaux. Et puis progressivement, il y a à peu près 4000 ans, on va commencer à les utiliser pour la monte. Ensuite aussi comme bête de somme, mais pas tout de suite parce que c'est des petits chevaux et qu'on a déjà les bœufs comme animaux de trait. Donc ces petits chevaux qui ressemblaient à la fois aux chevaux qu'on a peints représentés sur les parois des grottes préhistoriques et qui ressemblaient à ces chevaux plus ou moins sauvages, donc qui existent toujours en quelques centaines d'exemplaires, notamment en Mongolie, qu'on appelle les chevaux de Przewalski. Et puis on a des représentations en bas-relief. Donc cette maîtrise de la monte, de l'équitation, effectivement, elle remonte à peu près à 4000-4500 ans. Et c'est là encore des gestes complètement nouveaux. Alors, il va y avoir d'autres animaux qui peuvent être remontés, comme les éléphants, dont la domestication apparaît peu de temps après. Alors là, on était au néolithique, et puis pour en terminer, eh bien, à partir de moins 3000, progressivement, avec toujours cette augmentation constante de la population humaine, on va déboucher vers cette organisation urbaine dont je vous parlais tout à l'heure en parlant du confinement progressif des sociétés humaines. On va déboucher sur les premières villes, puisque au début c'est des villages petits, puis gros, puis très gros, et ça devient des villes. Et les villes sont, qui dit organisation urbaine, dit en même temps société à État, c'est-à-dire une organisation encore plus hiérarchisée avec des rois ou leur équivalent et toute une société pyramidale. Et c'est aussi le moment où on va développer le métal, également la métallurgie, d'abord cuivre et bronze. Bronze, c'est cuivre avec 10% d'étain, et puis le fer dans les derniers siècles avant notre ère. Et donc ça va encore être des nouveaux gestes pour la métallurgie du cuivre puis du fer. Ça se fait dans des bas fourneaux de ce type, mais pour alimenter la température, parce que sur un feu ouvert, vous pouvez cuire de la poterie, passe rarement 600 ou 700 degrés. Pour le cuivre, il faut atteindre 1000-1100 degrés et jusqu'à 1500 pour le fer. Donc pour réduire le minerai, donc faire que le métal se sépare du reste, il faut il faut avoir une température très forte et entretenir le feu pendant longtemps. Donc on invente les soufflets. Et on retrouve donc les tuyères en argile cuite de ces soufflets ont été découverts dans différents endroits. La plus ancienne métallurgie du monde, c'est dans la péninsule balkanique, Serbie, Bulgarie, vers moins 5000 à peu près avant notre ère. Et on va donc développer le métal avec des gestes, là encore, qui vont s'adapter à cette nouvelle matière. Le métal, ça permet à la fois de tuer son prochain de plus loin avec les épées, puisque là on a avec des poignards en silex,
Et par contre-coup, on va inventer les armes défensives, les casques, les jambières, les cuirasses, et ça va être le début de la course aux armements offensif-défensif qui ensuite ne s'arrêtera plus jamais. On a des représentations de guerre dans les sociétés urbaines du Proche-Orient, les bas-reliefs en Mésopotamie, en Égypte, mais pour l'Europe, où les villes et l'État n'apparaissent que au cours du dernier millénaire avant notre ère, on a au moins une bataille vers moins 1200 dans le nord de l'Allemagne, avec plusieurs centaines de combattants, des armes en bronze, mais aussi encore, pour ceux qui n'avaient pas les moyens, des flèches en silex et même des massues en bois, donc comme celle de Hercule. Là, je vous parlais des armes en bois tout à l'heure. Et puis dans les derniers siècles avant notre ère apparaissent les armes et les outils en fer qui vont durer jusqu'à leur mécanisation. Certains, nous les utilisons encore dans la vie quotidienne, même si ça va être de plus en plus mécanisé à partir de la fin du 19e siècle. Donc tout à l'heure, je vous parlais des fours de potier, des tours de potier, je veux dire, c'est assez complexe. Certains d'entre vous peut-être de la poterie, vous savez que poterie avec un tour, c'est pas évident, donc ça demande un ensemble de coordination de la tête et des mains relativement complexe, et c'est ce geste qui apparaît à ce moment-là. Donc dans les sociétés à état urbaines, on a affaire à effectivement on a l'écriture. L'écriture, ça n'apparaît que quand il faut gérer des masses de population très nombreuses, parce que vous pouvez vous transmettre oralement des prières, des hymnes religieux, des épopées, etc. Mais pour savoir qui a payé ses impôts, à qui appartient tel lopin de terre, là, on recourt à l'écriture, sachant que des signes abstraits qui signifient des choses, vous en avez il y a 40 000 ans sur les parois des grottes, mais l'écriture n'apparaît normalement qu'avec les États. Et donc, quel est l'intérêt de l'écriture pour le propos qui nous intéresse ce soir? C'est que là, on peut voir des activités sportives qui se manifestent, qui sont répercutées par les textes, donc les célèbres Jeux olympiques, par exemple, qui vont être effectivement des compétitions complètement instituées, rentrant dans des protocoles extrêmement précis et qui sont plus du jeu, mais qui sont effectivement, qui relèvent de la compétition. Donc on a les représentations et un certain nombre de précieux témoignages écrits qui nous permettent de le comprendre. Et ce n'est pas propre aux sociétés étatiques de la Méditerranée, puisque on a un certain nombre de témoignages qui nous montrent que également en Mésoamérique, dans les sociétés d'avant la conquête espagnole, eh bien, on avait des jeux de balles qui ont été étudiés en détail, et certains continuent à être pratiqués. En Amérique du Nord, on a quelques exemples aussi de rappel. Et on a également dans des sociétés étatiques, on a l'évidence que les femmes, dans certains cas, ont participé à la guerre. Et ici, chez les Scythes, vers moins 400, donc les populations qui occupaient l'Ukraine actuelle et le sud de la Russie. On a une femme enterrée avec des armes et enterrée avec les jambes écartées de telle manière qu'on peut penser que c'était en outre une cavalière. Voilà. Un autre exemple, on a chez les Scythes, justement, on a à peu près 20% des femmes qui sont enterrées avec des armes, et c'est ce qui a donné naissance au mythe des Amazones, où effectivement les Grecs, à leur grand étonnement, puisque les femmes grecques étaient tenues de rester dignement chez elles, à part effectivement chez les Spartiates, et bien là on avait des femmes combattantes à cheval.
Donc c'est pour les sociétés antiques. Donc je termine par 2-3 images actuelles où effectivement le sport est à la fois relève de la compétition mais aussi de l'argent et n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux toujours pour le corps parce que on est effectivement fait à l'origine pour trottiner dans la savane et quand on trottine sur du dur, eh bien, comme vous le savez, ceux qui font trop de sport ont des gros problèmes de genoux et de vertèbres parce que le corps humain n'était pas prévu effectivement pour ce genre d'activité intensive. Et tous les sportifs de haut niveau, en général, malgré tout le mal qui se donne, ont de sérieux problèmes de santé. Donc j'évoquais tout à l'heure le confinement de plus en plus fort. Avec le télétravail, ça atteint effectivement pratiquement son point d'aboutissement. Et les activités sportives, effectivement, du coup, s'enfermant elles-mêmes, soit en tournant autour de votre pâté de maison, soit dans des salles de sport qui ont tendance à se multiplier. Et puis, il y a tout ce qui, dans nos sociétés modernes, contemporaines, je veux dire, est lié à ce qui a été appelé la face cachée du sport, c'est-à-dire le sport business, qui touche évidemment beaucoup le football, mais aussi d'autres types de sports. Donc, en conclusion, comment se représenter cette histoire de l'humanité et ce rapport au corps de nos sociétés sur le long terme. Si vous vous promenez sur Internet, vous avez toute une série de représentations où on finit justement soit avec un soda sucré qui fait que c'est pas bon pour la santé, soit on finit accroupi de nouveau alors qu'on s'était levé progressivement, soit on a affaire au problème de la pollution, soit on va être remplacé progressivement puisque vous avez déjà les exosquelettes plus les robots qui font une partie du travail à notre place. Et ça, c'est la réflexion sur l'évolution comparée de l'homme et de la femme au fil des sociétés. Ici, la dame dit, il semble que je m'émancipe plus que tu n'évolues. Mais vous avez la même vue ici. Tout ça n'est pas de moi, c'est sur Internet. Simplement, je m'interroge sur les réflexions que font nos contemporains. Donc là, vous avez aussi les gens vraiment pessimistes sur le fait que cette évolution n'est pas complètement réussie. Alors, est-ce que c'était mieux avant? Pour conclure, là, vous avez 3 citations. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, etc., c'est le début de la tyrannie. Le deuxième auteur dit « Je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays. Cette jeunesse est insupportable, simplement terrible. » Et le troisième dit « Avec le développement futur fatal de ces corps étrangers et imperméables à la mentalité française, arrive à la dénationalisation, etc., etc. » Alors, de qui sont ces 3 morceaux? Le premier, c'est Hésiode au 8e siècle, donc il y a 2800 ans, qui était déjà très pessimiste et qui pensait que l'humanité allait à volo. Le deuxième, c'est Platon, il y a 2400 ans, qui pensait qu'il n'y avait plus rien à faire. Et le troisième, c'était il y a 110 ans, le géographe Le Roi Beaulieu, qui pensait que c'en était fini. Donc tout ça pour dire que les inventions ne sont que ce qu'on en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit subir sans réagir et que les sociétés n'ont que ce qu'elles méritent. Elles sont parfaitement responsables d'elles-mêmes, donc on n'a pas à subir une espèce de fatalité venue d'en haut. On a à réagir effectivement et ça concerne aussi notre destin en général et en particulier ce que nous faisons de notre propre corps. Donc vous aurez l'occasion dans la suite de ce cycle de voir justement comment les différentes sociétés humaines plus développées que celles de la préhistoire ont géré le corps des membres de ces sociétés et comment ceci a évolué.
Donc si vous voulez réviser ces 3 excellents livres écrits en partie par moi-même, et je vous remercie de votre patience.